Bienvenue ici à la Maison de Quartier. Je vous souhaite la bienvenue au nom du groupe vaudois de philosophie pour cette troisième séance de notre saison qui s'intitule Faire œuvre d'émancipation. Vous l'avez vu, peut-être que vous en avez pris, il y a des programmes de notre saison. Donc c'est la troisième. Ce soir, on est très heureux de recevoir Renato Seidel qui sera présenté par Marc-Antoine Anti, a donné une conférence, une discussion il y a juste une semaine. Juste un petit mot pour remercier la Maison de Quartier de son accueil, remercier Christophe qui va tenir le bar, qui a branché le micro et qui est toujours là à chacune de nos soirées. Merci beaucoup Christophe. Vous dire encore que vous avez donc le programme des prochaines, de la séance actuelle et des prochaines séances. La prochaine, ce sera au mois de janvier avec Michel David qui est ici. Il nous parlera de l'éducation par les œuvres. Et puis, encore un dernier mot, le groupe vaudois est une association qui organise des soirées essentiellement qui sont ouvertes à toutes et à tous, qui sont gratuites. Vous pouvez nous soutenir puisque nous sommes une association. Donc au dos du programme, vous avez nos coordonnées. Vous pouvez devenir membre du groupe vaudois, c'est une cotisation annuelle de 50 francs, 30 si vous êtes étudiant. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole à Marc-Antoine Anti. Voilà, bienvenue. En tout cas, c'est un plaisir. Je serais réjoui de vous entendre, Renato. Donc Renato, qui est pédopsychiatre, psychanalyste, qui enseigne au CAS de psychanalyse à l'Université de Lausanne, notamment un cours d'ailleurs qu'on donne ensemble d'histoire de la psychanalyse. On peut l'entendre, voilà, on collabore. Et puis, quand je lui ai parlé de ce projet de cycle autour de la liberté, il était très intéressé, alors on l'a inclus. C'est vraiment un plaisir de vous entendre. Pour moi, c'est un petit peu la suite, en partie la suite un peu de la conférence, de la présentation que je vous ai faite la semaine passée. Ça porte sur la vérité, mais l'identification, des mécanismes de mimétisme, de mimésis, mais à un niveau collectif. Et bien sûr, qui questionne aussi la notion complexe de liberté. Voilà. À vous. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci à vous d'avoir bravé la neige pour être ici. Lorsque, en sortant, j'ai vu qu'il commençait à neiger, je me suis dit, oh, ça va compliquer un peu mon arrivée. Je pensais changer mes chaussures, etc. Mais bon, pour ne pas trop arriver en retard, j'ai aussi traversé la ville. Alors bon, je remercie les organisateurs de la série, le groupe vaudois de philosophie et puis Marc-Antoine Anti, pour cette liberté que vous m'avez laissée dans l'organisation de ma présentation. Je me suis laissé guider par les idées maîtresses que vous avez proposées, à savoir émancipation, si j'ai bien compris, de la part du groupe vaudois, et liberté de la part de Marc-Antoine Anti. L'émancipation, elle implique la libération, mais elle peut aussi mener à la dépendance vis-à-vis d'un nouveau tuteur ou d'un gouverneur. Et je me permets d'ajouter maintenant un troisième élément à cette série, émancipation, liberté et vérité. Donc l'exercice de parler de la vérité pour un groupe de philosophes, c'est un exercice un peu osé lorsqu'il s'agit d'un simple psychanalyste. Ça serait un peu comme si un philosophe venait parler à un groupe de psychanalystes sur la pulsion sexuelle. Je vais vous demander votre participation, de m'aider un peu à développer la question de la vérité. Je vais vous décrire des événements qui sont survenus au Brésil entre 1942 et 1946. Je ferai de sorte d'interpréter le moins possible les faits afin de
le faire plutôt en collaboration avec vous. Cet exposé, il analyse le refus de la plus grande partie de la communauté japonaise du Brésil de reconnaître la défaite du Japon lors de la Deuxième Grande Guerre dite mondiale. Il s'agit d'un phénomène collectif qui a touché presque 200 000 personnes. Je me baserai ici sur le récit du journaliste et écrivain Fernando Moraes dans son livre Corações Sujos, qui en français, la traduction serait « Cœur sale ». Il n'y a pas de traduction en français, il y a une traduction en anglais qui s'appelle « Dirty Hearts ». Dirty Hearts. Alors, mon exposé sera fait de 3 façons. Je commencerai à parler des antécédents, comment les Japonais sont arrivés au Brésil, puis ensuite du contexte des événements, ça veut dire la Deuxième Guerre mondiale, comment ça se passait pour cette communauté japonaise à l'intérieur du Brésil. Et la troisième partie, c'est les événements proprement dits qui ont mené à ce déni collectif. Alors, sur les antécédents, le Japon, il était surpeuplé au début du XXe siècle. Il était déjà surpeuplé et je dirais presque plus peuplé qu'actuellement. La mécanisation avait engendré la perte des terres des petits agriculteurs, les villes gonflaient, le travail était précaire. Le gouvernement japonais a donc mis en place une politique d'émigration. Il a proposé à ses citoyens de rendre plus facile le fait de partir. À cette époque, le Brésil avait besoin de main-d'œuvre pour faire face à l'expansion des plantations de café dans la zone rurale pauliste. L'économie du café, en effet, était le moteur de l'économie brésilienne jusqu'aux années 20. C'est ainsi que le gouvernement pauliste a signé en 1907 un contrat avec le Japon autorisant l'entrée de 3000 immigrants japonais destinés tous au travail agricole. Le calvaire des membres de la colonie japonaise a débuté dès l'arrivée du navire Kozatumaru au port de Santos en 1908. C'est le premier bateau qui est devenu presque un symbole de l'immigration japonaise au Brésil. Ils ont vécu une série de chocs culturels, à commencer par la nourriture brésilienne qui était insupportable pour un Asiatique. Par exemple, le haricot, ils mangeaient au dessert. Ils arrivent au Brésil et ils découvrent qu'on mangeait du haricot salé. Pour eux, c'était la porte ouverte pour une diarrhée. Il n'y avait pas que la question de la nourriture qui était pénible, ils ont aussi subi des moqueries quant à leurs habitudes, comme par exemple les sandales japonaises. Ces sandales où ils mettaient 2 doigts comme ça, les Brésiliens se moquaient d'eux. Curieusement, aujourd'hui, les Brésiliens ils ont transformé ces sandales en caoutchouc, qui maintenant fait un succès mondial, c'est les Havaianas. Ils ont mis le nom de Havaianas dans cette sandale japonaise. C'est devenu presque typiquement brésilien. Les femmes qui portaient leur bébé sur le dos, ils appelaient comme des singes. Ils disaient qu'elles les portent comme des singes. Ils ont dû affronter aussi le malaria, ainsi que les nuages de sauterelles qui détruisaient leur agriculture. Le seul but était d'économiser de l'argent pour rentrer au Japon. Les bateaux japonais continuaient à débarquer des immigrants. Avec la Première Guerre, le flux est devenu vertigineux. 170 000 Japonais entre 1917 et 1940, 75% des personnes se sont installées dans l'État de São Paulo. Pour avoir une idée, l'État de São Paulo, il a une surface de 250 000 km², ça veut dire un peu plus grand que la France, 6 fois la taille de la Suisse. Donc c'est là qu'ils se sont installés. Une petite partie est allée vers le Mato Grosso, actuellement Mato Grosso du Sud, et le Paraná, c'est aussi vers le sud.
Alors les colonies japonaises se sont multipliées dans l'ouest de l'État. L'ouest, c'était plus on allait vers l'ouest, plus on quittait la campagne et on allait dans la direction de la brousse, de la forêt. Mato Grosso, ça veut dire brousse épaisse. Et à l'époque, c'était vraiment de la forêt, même s'il y avait des fermes au milieu. Et l'on identifiait facilement les commerces nippons en raison de leurs plaques écrites en japonais. Donc, ils faisaient des villes presque entièrement japonaises, des petites villes de 10 000, de 15 000 habitants, et essentiellement des Japonais. Ils importaient même les films de leur pays d'origine, car le portugais demeurait incompréhensible pour eux, puisqu'ils étaient dans des villes entre eux. 80%, il y avait quand même des Brésiliens au milieu. Les Japonais étaient bien décidés de ne pas s'assimiler, mais ils se laissaient tenter néanmoins par certaines habitudes bien brésiliennes, comme le jogo do bicho. Le jogo do bicho, c'est une forme de loterie illégale, et la fréquentation des maisons closes. L'immigration au Brésil reposait sur l'unité familiale et non sur l'individu. Chaque contrat stipulait la venue de 3 adultes aptes au travail, ce qui amenait les candidats à incorporer des membres de la famille élargie. Quand il fallait avoir 3 personnes aptes au travail, en général des hommes, ils appelaient des cousins, des oncles, etc. Ainsi, les villes surgissaient dans le sertão pauliste, l'intérieur de l'État. Les Japonais occupaient le vide fertile de ce Far West, parce que c'était vraiment fertile. Ils devenaient les responsables de l'autorité locale et de l'installation des services publics, via les coopératives et agences japonaises chargées de l'immigration et propriétaires de 250 000 hectares. Donc ils ont reçu la terre gratuitement. Naturellement, cette colonie nombreuse a suscité des rivalités et un racisme local. Le contexte. Jusqu'à la fin des années 30, les événements politiques survenus au Brésil laissaient les immigrants japonais indifférents. Ils ne se mêlaient pas de politique, car ils se sentaient avant tout japonais. Donc, ils laissaient les Brésiliens faire leur politique. Avec l'arrivée de l'Estado Novo en 1937, Getúlio Vargas, le président, a instauré la censure de la presse. 1937, censure de la presse. Mais les Japonais sont, une fois encore, restés insensibles à la censure, d'autant plus qu'il existait une vingtaine de journaux japonais au Brésil qui échappaient à la censure puisque personne n'allait essayer de lire ce qu'ils écrivaient. En 1938, Vargas a décrété l'interdiction des publications étrangères dans le pays. Il avait en vue les idéologies exotiques, entre guillemets, venues d'Allemagne et d'Italie, donc fascisme, nazisme, et dont les communautés étaient importantes au Brésil. Il y avait une très importante communauté italienne et aussi allemande déjà avant la guerre. Les immigrants japonais se sont inquiétés car leurs enfants étaient éduqués dans les écoles en langue japonaise avec des livres écrits en japonais. Donc, si on ne pouvait pas avoir des publications en langue étrangère, l'éducation des enfants était mise en péril. Et le noyau social de la communauté japonaise, au contraire de celle de la communauté, le noyau social de la communauté allemande et italienne, c'était l'Église, et le noyau de la communauté japonaise, c'était l'école, c'était le centre de réunion. En 1941, le Japon a adhéré à l'Alliance de l'Axe, rejoignant ainsi l'Allemagne d'Hitler et l'Italie fasciste. 250 000 Japonais résidaient alors dans l'État de São Paulo et 50 000 entre Paraná et Mato Grosso. Donc 300 000, une population de 300 000 personnes. C'est la population japonaise la plus grande en dehors du Japon. En 1941, le Japon attaque la base navale de Pearl Harbor. Les États-Unis déclarent alors la guerre au Japon
Et Vargas quitte la neutralité et prend le parti des Américains. Parce que jusqu'à présent, Vargas, il faisait les yeux doux aux Allemands d'un côté et les yeux doux aux Américains de l'autre côté. Une fois que l'Amérique et le Japon entrent en guerre, Vargas a dû quitter la neutralité et il s'est rallié du côté des Américains. En 1942, le Brésil rompt avec l'Allemagne, l'Italie et le Japon, ce qui va transformer la vie de la colonie en un véritable enfer. Le Brésil interdit l'usage en public de l'allemand, de l'italien et du japonais. La guerre contre l'Axe implique une répression à l'interne des communautés appartenant à cette alliance ennemie. Donc ils sont devenus des ennemis internes. Les économies des Japonais sont confisquées, interdiction de se réunir en groupe, fermeture des journaux nippons, interdiction de voyager dans le pays, de porter des armes et de parler. En tout cas, en public, ils ne pouvaient pas parler en japonais. La mesure la plus douloureuse est certainement la fermeture des écoles, car les enfants se voient ainsi privés de l'apprentissage du Yamato Damashi. Je suis désolé, Elisabeth Tsukaz, qui est ici, elle va me critiquer de mon atroce accent, mais il y en aura d'autres. La doctrine de l'esprit et le Yamato Damashi, c'est la doctrine de l'esprit et le mode de vie nippon, qui comprend entre autres le culte de l'image de l'empereur. Et ça, c'était le centre de l'éducation des enfants. À partir de là, ils étudiaient les langues et autre chose, la langue, les maths, la géographie. Les Japonais, habituellement disciplinés et soumis, n'ont, dans ce cas précis, pas hésité à ouvrir des écoles clandestines qui se déplaçaient en permanence. Les enfants de 7 ans devaient assister aux cours tard dans la nuit. La population nippone se sentait victime des préjugés des Brésiliens qui étaient moins stricts à l'égard des immigrés italiens. En fait, toutes ces règles, elles étaient valables surtout pour les Japonais et pour les Allemands. Les Italiens, les Brésiliens laissaient un peu passer. Les sous-marins allemands faisaient couler des bateaux brésiliens et la colère se retournait contre les Japonais. En août 1942, Vargas déclare la guerre aux puissances de l'Axe. En juillet 1943, Vargas décide d'interner, entre guillemets, les sujets de l'Axe à plus de 100 km de la côte. On appelle ça des camps de concentration, ce n'est pas tout à fait des camps de concentration. Ils ont été évacués, ils ont quitté la côte, les plages, pour aller en direction des forêts à 100 km des plages. Quelques-uns, d'ailleurs, un grand groupe de Japonais est allé en Amazonie et ils ont révolutionné l'agriculture là-bas. Une étape de plus dans ce traumatisme collectif. En raison de l'interdiction de posséder une radio, la communauté japonaise souffrait d'un cruel manque d'informations. Les rares personnes qui cachaient un poste fêtaient chaque information, comme celle concernant les kamikazes ou encore le bombardement de Londres par les Allemands. La plupart des informations circulaient par l'intermédiaire des marchands qui traversaient le pays. Lorsqu'ils parlaient des victoires des Alliés, les marchands ils rencontraient les Japonais étaient assoiffés de nouvelles. Chaque fois qu'ils disaient qu'il y avait une victoire, une bataille vaincue par les Alliés, les Japonais répondaient impassibles, ça, c'est de la propagande américaine. Alors, on passe aux événements proprement dits. En 1944, le chef de police d'une petite ville nommée Marille a mis en prison le paysan Shobei Yasuda,
qui menaçait dès mort les Japonais qui cultivaient la menthe et le ver à soie. Selon Yasuda, ces cultures visaient à aider les Alliés dans leurs efforts de guerre. Donc, cultiver la menthe aidait les Alliés. Le ver à soie servait, selon lui, à la fabrication de parachutes. Tandis que, toujours selon Yasuda, la menthe ajoutée à la nitroglycérine augmentait de 300 fois la puissance des explosifs. Donc, j'ai donné à une lectrice qui m'a demandé « Est-ce que ces informations sont correctes ?» J'ai dit « Non, c'est de la pure imagination de M. Yasuda. Penser que la menthe allait devenir un puissant explosif. » M. Yasuda faisait partie d'une organisation clandestine qui avait mis le feu à plusieurs champs de menthe et de production de ver à soie. La violence des nationalistes, entre guillemets, augmentait visiblement contre les traîtres, entre guillemets, qui continuaient à produire ces matières premières. Donc, il commençait à avoir une division à l'intérieur de la communauté japonaise, entre les nationalistes et les traîtres. Enveloppés dans un délicat cocon de fil de soie, des millions de larves d'œufs disparaissaient ainsi en quelques secondes sous l'effet des flammes. Durant leur investigation, les policiers entendaient souvent parler de quelqu'un auquel les Japonais se référaient comme l'admirable colonel Kikawa. Le commissaire pensait avoir affaire à une sorte de Gengis Khan, mais il s'est retrouvé face à un sexagénaire de 1,50 m de hauteur, fragile et très différent en apparence de l'implacable colonel Kikawa dont parlait la communauté avec admiration. Junji Kikawa, 67 ans, était né dans la ville de Niigata. Issu d'une famille pauvre, il s'était inscrit dans l'armée pour échapper au taux de chômage catastrophique qui régnait dans son pays à cette époque. Membre brillant de l'académie militaire, énergique et méthodique, fidèle aux plus rigides traditions, Kikawa avait rencontré deux âmes sœurs dans l'armée, le colonel Jinzaku Wakiyada et le capitaine Kiyo Yamauchi. En 1933, à l'âge de 55 ans et père de 7 enfants, il a décidé d'émigrer au Brésil. Il a convaincu ses amis Yamauchi et Wakiyama, âgés respectivement de 66 et 62 ans. Donc ils n'ont pas émigré jeunes. De l'accompagner dans la réalisation de ce qui était le rêve brésilien. D'autres militaires sont venus avec eux. Au Brésil, il s'est établi dans la capitale avec un commerce de nettoyage à sec. Il était très populaire auprès de ses compatriotes en raison de son talent comme récitant de Noh, le théâtre Noh. Face à la police, il a reconnu être l'auteur de centaines de pamphlets intitulés « L'idée de Kikawa ». Ils étaient régulièrement distribués dans plusieurs villes de l'intérieur et dans la capitale. Dans sa réflexion, il défendait la soumission inconditionnelle de la colonie à l'empereur Hirohito et l'obéissance du Yamato Damashi. Il a passé 14 mois en prison dans l'attente de son procès. Dans l'attente. Il a finalement été libéré en novembre 1945. Vers la fin de la guerre, ils ont libéré. En prison, il a consolidé son leadership au sein de la mouvance nationaliste de la colonie. Le but de la pensée de Kikawa était le suivant, je cite, « En finir avec le désordre qui régnait dans la communauté japonaise du Brésil depuis qu'elle s'était retrouvée orpheline à la suite de la rupture des relations entre les deux pays. » Donc, rupture diplomatique, les consuls et ambassadeurs sont retournés au Japon et les Japonais se sont sentis complètement isolés, ensuite en plus ennemis, entourés d'ennemis et divisés, puisqu'ils n'étaient pas toujours du même avis.
Les mots du colonel redonnaient de l'espoir à la colonie, un espoir perdu durant la guerre. Il parlait de nationalisme et il rappelait qu'il était possible de réaliser un rêve, le retour au Japon. Donc du rêve brésilien, ils ont passé au rêve du retour au Japon. En 1945, la guerre avait pris fin. Les Américains ont décidé de maintenir Hirohito sur trône sous condition. Entre autres, les Japonais pétrifiés ont écouté l'allocution de l'empereur qui reconnaissait être fils de 2 êtres humains et non issus d'une divinité. Ça veut dire que les Américains, ils ont pensé à enlever la royauté, ils ont fait quelques compromis, je pense que ça arrangeait finalement les Américains, mais entre autres, il y a eu cette fameuse allocution, ils ont dit un peu ce que l'empereur devait dire. Donc la vérité a été imposée par les vainqueurs. L'empire rêvé par les Japonais, celui de la Grande Asie orientale, ce qu'ils nommaient l'émancipation de l'Asie orientale, ce rêve s'était évanoui. Dans ce cas, l'émancipation devenait synonyme de domination japonaise. Tout le monde le savait, sauf le sage et juste colonel Kikawa au Brésil. Les Japonais savaient de ça, mais pas les Japonais du Brésil. Ils étaient entre autres privés de radio. Au moment de quitter la prison, un des interprètes de la police lui a demandé « Vous êtes triste de la défaite du Japon ?» Et Kikawa a répondu sereinement « Mais le Japon n'a pas été vaincu, le Japon a gagné la guerre. » Les policiers ont éclaté de rire. Mais le chef de police ne riait pas. Il soupçonnait l'ex-militaire de ne pas être uniquement un vieux en proie au délire. Il avait remarqué l'émergence à São Paulo d'un mouvement nippon bizarre qui se réjouissait de la victoire de l'Empire et qui enflammait l'ensemble de la colonie. Au sein de la communauté, il était difficile de trouver quelqu'un qui croyait que le Japon avait perdu la guerre. La minorité qui acceptait la version officielle se taisait en public pour ne pas être accusée de trahison. Donc les quelques Japonais qui acceptaient la défaite, ils se taisaient. La fin de la guerre avait donc polarisé la colonie. D'un côté, une minorité de makegumi, ou défaitistes. C'était un groupe économiquement et culturellement plus riche, intégré, parlant portugais et qui ne rêvait plus de rentrer au Japon. À l'extrême opposé, la majorité de la communauté qui se nommait Kashigumi ou patriotes et qui était composée de paysans, de petits commerçants et d'ex-militaires qui rêvaient de retourner au Japon. Les Kashigumi défendaient la théorie de la victoire en se fondant sur un argument incontestable. En 2600 années, le Japon n'avait jamais perdu une guerre. En cas de défaite, le monde aurait été témoin de la mort honorable de 100 millions de Japonais qui se seraient suicidés collectivement à la suite du geste de l'empereur lui-même. Avec étonnement, la police a mis la main sur un faux document identique à un original du ministère de la Maison impériale. Ce document, signé entre guillemets par Hirohito, disait que les forces terrestres et maritimes poursuivaient leur objectif de guerre. Le timbre impérial avait été confectionné par un Kashigumi. Des milliers de copies étaient vendues dans la colonie en guise de preuve que la guerre n'était pas terminée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque la guerre s'est terminée, les Japonais, les Kashigumi, se sont dit « ça devient insupportable cette propagande américaine. Tout le monde est en train de dire que le Japon a perdu la guerre, que les Américains ont gagné la guerre. Donc il faut faire quelque chose. » Et ils ont commencé à faire des choses. Ça veut dire une contre-propagande. La communauté commençait à être envahie par ce que nous appelons aujourd'hui de fake news.
quelques makegumi ont pourtant publié dans un journal une page visant à informer la communauté de la triste issue de la guerre, dans l'espoir d'en finir avec ce fanatisme qu'ils considéraient comme honteux. 7 Japonais ont signé cette lettre, dont Jinzaku Wakiyama, l'âme sœur du colonel Kikawa. Le colonel a eu le sentiment qu'un sabre lui avait traversé le cœur. Wakiyama était le plus haut gradé militaire au Brésil. Donc, ce n'est pas de la fiction, ça. Ce sont des écrits que Fernando de Moraes a trouvés, puisque Kikawa, et la plupart des Japonais, ils écrivaient un peu leur mémoire à la fin de chaque jour. C'est une des traditions qu'ils avaient. Wakiyama et Kikawa étaient encore très proches en 1942, lorsqu'ils avaient créé la Shindo Renmei, l'association clandestine Ligue du chemin des sujets de l'Empire. Durant 3 ans et demi, la police n'a pas eu le moindre soupçon de l'existence de cette association clandestine. Au moment de la déroute de l'organisation, elle s'étendait sur 64 communes, elle comptait 160 000 contributeurs et sympathisants, et l'association brassait tous les mois l'équivalent de 500 000 $. Tout ça clandestinement, sans que les Brésiliens se méfient. Après la fin de la guerre, ils sont arrivés à la conclusion que la propagande américaine était écrasante. Ils entendaient partout les rumeurs concernant la défaite de l'Axe. Cela renforçait leur rêve de retour en masse à la grande Asie orientale, cette nouvelle patrie qui ferait suite à la victoire sur les Alliés. En réaction à la propagande américaine, la propagande de la Shindo devait donc s'intensifier. C'est ainsi que les dirigeants du mouvement ont appris que dans la commune de Bastos, le président de la coopérative locale, Ikuta Mizobe, essayait de convaincre ses compatriotes que le Japon avait perdu la guerre. La Shindo n'a pas hésité à condamner à mort celui qui osait nier la victoire japonaise. Et les compagnons ont averti à ce cœur sale qu'il devait nettoyer le coup. Donc, elle m'a demandé d'expliquer un peu ça. Je vous explique. Les cœurs sales, c'était les défaitistes, ils avaient le cœur sale, et ils devaient nettoyer le coup parce que c'était lorsque un Japonais disait « tu dois nettoyer le coup », ça veut dire « tu es condamné à mort ». Pourquoi nettoyer le coup? Il devait nettoyer le coup pour ne pas salir le sabre qui allait lui couper le cou. La police ne pouvait pas s'occuper des délires d'une bande de Japonais déséquilibrés, entre guillemets. Car en 1946, ce fut aussi la chute du gouvernement Vargas. Et au même moment, la communauté japonaise était envahie par des faux documents et des menaces écrites en japonais étaient envoyées aux défaitistes. Les Makegumi demandaient de plus en plus l'autorisation de porter des armes pour se défendre des Kashigumi. Donc ça se préparait à une guerre à l'intérieur. Le 2 avril 1946, un chef de police a été réveillé tôt le matin pour enquêter sur une tentative de meurtre à l'encontre d'un Japonais. Il n'avait pas commencé son interrogatoire qu'un enquêteur a fait irruption, tout essoufflé dans la salle, pour informer que 5 Japonais avaient tué l'entrepreneur Jusaburo Nomura. Le commissaire a aussitôt fait appel à tous les policiers disponibles car il redoutait le début d'une tuerie. En fait, la tuerie avait déjà commencé. La première victime de la Shindo était tombée un mois plus tôt à Bastos. Il s'agissait de Ikuta Mizobe, directeur de la coopérative agricole de la ville. Mizobe vivait dans une ville de 9000 habitants, dont 7000 étaient japonais et 3500 contribuaient pour les coffres de la Shindo Renmei. Les commerces arboraient des plaques en japonais, les joueurs des clubs de baseball étaient japonais,
Et même les militaires de l'armée brésilienne étaient des fils de la première génération d'immigrants. Vous verrez ensuite, je vous ferai tourner, il y a les photos ici, vous verrez les photos des Japonais avec l'uniforme, des jeunes Japonais de 20 ans, en fait des fils de Japonais, ils étaient déjà brésiliens, avec l'uniforme de l'armée brésilienne. C'est aussi dans cette ville qu'était née la première radio émise par la Shindo. Voici quelques extraits des nouvelles que la police locale sidérée a pu capter sur les ondes de cette radio clandestine. Nouvelle venue d'Allemagne. Le président des États-Unis, Harry Truman, a été incapable de répondre au peuple américain sur la fin de la guerre. Le peuple révolté a chassé Truman, qui s'est exilé au Canada. D'autres nouvelles. Le Japon a nommé le nouveau président des États-Unis, le colonel Lindenberg. Nôtre. Le Premier ministre Winston Churchill a disparu à la suite de la victoire japonaise. Encore une. MacArthur s'est suicidé. Une autre. La rumeur qui annonce la défaite du Japon vient des Juifs de Rio qui s'enfuient vers São Paulo car la population de Rio est au courant de la victoire du Japon. Et encore une. Le ministre de l'armée du Brésil se dirige à Tokyo pour signer la capitulation inconditionnelle. On attend à Tokyo les représentants de 46 nations pour faire de même. Donc le Japon a vaincu le monde. Et ça, ce n'est qu'une partie du journal, de la radio, de la Shindo. Donc, les fous et délirants de ce groupe sont désormais considérés comme des terroristes. Lorsqu'ils ont commencé à tuer, ils ont cessé d'être des fous et délirants pour être considérés comme des terroristes. Tous les indices menaient à une grande maison, située dans la ville de São Paulo. La police a envahi les lieux et a trouvé 11 Japonais sereins et non armés. Il y avait des salles pour s'entraîner au judo, un laboratoire photographique. Ils ont trouvé des lettres de menaces, des listes noires, des photomontages. La presse brésilienne s'extasiait sur l'exotisme des leaders de la Shindo Renmei. Les journaux ont annoncé en grandes lettres l'existence d'un Ku Klux Klan nippon. Les rédacteurs s'étonnaient de constater que des hommes honnêtes pouvaient se transformer en assassins. La police a exposé des fausses éditions de la revue Life dans lesquelles les légendes des photos étaient remplacées par d'autres annonçant la victoire du Japon et aussi des timbres de la poste japonaise célébrant la victoire. Donc ils prenaient la revue Life qui avait MacArthur à côté de l'empereur et ils changeaient les sous-titres, ils mettaient des sous-titres en japonais et en disant « MacArthur vient de se rendre à l'empereur Hirohito ». La Shindo a monté des bataillons de Tokotai prêts à mourir pour la famille impériale. Les Tokotai, ce sont des tueurs. Tuer les traîtres n'était pas considéré comme un crime, mais comme un travail de nettoyage, entre guillemets, de la colonie. L'organisation ne s'attaquait pas aux Brésiliens et ne manifestait pas de ressentiment vers eux. Parmi les 3 premiers cœurs sales condamnés à mourir, il y avait M. Shibata Miyakoshi en guise de preuve du caractère implacable, entre guillemets, du colonel Kikawa, qui était un grand ami de Miyakoshi depuis le Japon. Un détail a perturbé les Tokotai. La belle maison de Miyakoshi se situait à quelques mètres d'une des maisons les plus surveillées de São Paulo, la maison du comte Matarazzo, l'homme le plus riche du Brésil. Les samouraïs maladroits ont opéré un demi-tour au milieu de la nuit. Les fiascos se sont succédés les uns après les autres en raison de l'amateurisme de ces guerriers improvisés. Une espèce d'armée de Brancaleone qui repérait l'adresse des victimes à la dernière minute en consultant le bottin téléphonique.
On ne comptait aucune femme dans l'organisation parmi les 2000 Japonais que la police avait mis en prison. À cette question, tous répondaient la même chose. C'est une affaire d'hommes. Les femmes restent à la maison. Mais alors que la police pensait avoir mis derrière les barreaux la direction de l'organisation, la Shindo a repris le combat. 3 Makegumi de la ville de Marilia ont blessé par balle des militants. Le 8 mai, Kikawa a été capturé encore une fois. Il avait vieilli et était hémiplégique. Pour compliquer l'affaire, la police a découvert l'existence d'une fausse monnaie. Le marché d'échange présentait une anomalie. Un tsunami de yens avait été versé à São Paulo. Il y avait de vrais billets qui circulaient à côté de falsifications grossières. Le talent de la Shindo Renmei faisait qu'une monnaie qui ne valait plus rien sur le marché international jouissait d'une valorisation euphorique au Brésil. Pour réaliser leur rêve de retour au Japon, des milliers de Japonais, stimulés par la prétendue victoire de leur pays, achetaient de la monnaie, faisant ainsi monter la cotation. Des bandes d'escrocs achetaient des yens au kilo à l'étranger pour les revendre au Brésil avec un bénéfice de 300%. D'autres se simplifiaient la vie et imprimaient directement des billets à São Paulo. La police a mis la main sur des mystérieux billets de dollars imprimés qui comportaient en haut le nom de l'émetteur, The Japanese Government. Ces dollars, florins et pesos émis par le gouvernement japonais constituaient la preuve indiscutable que le Japon dominait le monde. La mégalomanie arrivait à son comble. L'implacable colonel Kikawa avait désigné son prochain Makegumi à être éliminé. Son ancien ami de l'armée au Japon, le colonel Jinzaku Wakiyama, l'un des fondateurs de la Shindo. 4 Tokotai se sont présentés chez Wakiyama. Sa femme leur a ouvert la porte. Shinpei Kitamura n'a pas attendu la fin de la phrase du colonel. Il a tiré sur sa poitrine. Wakiyama est tombé mort sous les regards terrifiés de sa femme et de son fils. Les attentats se sont répandus de la grande ville vers l'intérieur de l'État. Après quelques doses de cachaça, Nobuo Sato s'est adressé à Goichi Mori et lui a dit « Tu gagnes pas mal d'argent, n'est-ce pas? Combien les Américains te payent par mois ?» Le jour suivant, 5 Tokotai ont assommé Goichi et son beau-frère. Parfois, les Tokotai se montraient moins performants. 3 militants sont ainsi allés dans un petit village pour tuer un défaitiste, Tominaga, dont ils ne connaissaient même pas le prénom. Ils sont arrivés dans une maison où 4 hommes et une femme discutaient tranquillement. Ils se sont adressés à la femme pour qu'elle désigne Tominaga et elle a montré un homme fort, assis. C'était son mari. Ils ont commencé à tirer, mais les 4 hommes étaient des judokas expérimentés. Ils ont sauté sur les terroristes et les coups de feu sont partis en toutes les directions. Un homme est retrouvé gisant par terre, un poignard a déchiré le bras d'un autre, le sang coulait partout et les Tokotai se sont finalement enfuis, tous couverts d'hématomes. Humiliés, ils avaient exécuté un homme par erreur. Il s'agissait d'un ami de la famille Tominaga. Donc, en raison de l'évolution de cette guerre interne, l'opinion publique brésilienne a commencé à émettre de sérieuses critiques à l'encontre des émigrés japonais. Le gouvernement pauliste a donc décidé de mettre fin aux activités de la Shindo Renmei. Rien ne pouvait changer l'attitude des Kashigumi face à ceux qu'ils considéraient comme de la propagande américaine pour casser le moral des Japonais. Les rumeurs disaient que les fanatiques de la Shindo allaient se retourner contre les Brésiliens. Les Tokotai ont commis un attentat à la bombe dans la maison de l'ingénieur Yutaka Abe. Le fracas a réveillé la ville d'Oswaldo Cruz. Le climat de révolte chez les Brésiliens était extrême. 40 hommes armés ont ouvert la chasse aux Japonais. Une bagarre a tourné au lynchage.
la violence collective a explosé lors de la froide journée du 31 juillet 1946. C'était devenu un conflit des Brésiliens contre les Japonais. La ville a vécu un cauchemar avec le déferlement des pires instincts. On pouvait voir des Japonais en sang dans tous les recoins, des scènes dignes d'un champ de bataille. 49 personnes ont été hospitalisées avec des blessures graves. Par miracle, il n'y a eu aucun mort. Donc les crimes perpétrés par la Shindo ont eu pour conséquence l'introduction du thème des Japonais à l'Assemblée à travers la question migratoire. La gauche et la droite ont créé une union haineuse contre les Kashigumi. Lorsque le débat est arrivé au niveau des députés et des sénateurs, l'organisation agonisait déjà. À la suite d'une politique d'emprisonnement massif menée à l'encontre des Japonais avec presque 30 000 personnes mises derrière les barreaux. La répression a été tellement sévère que pour la première fois, 5 femmes japonaises ont également été mises en prison. Le directeur de la prison a remarqué les compétences des prisonniers. En quelques semaines, ceux-ci ont commencé à cultiver des légumes, à élever des poulets, des cochons et à pêcher. Un laboratoire photographique a été installé en prison. Au cours du deuxième trimestre de 1946, les blessures se sont cicatrisées et l'affaire ne semblait plus intéresser les Brésiliens. C'était le début de l'oubli. Cependant, les 15 000 enfants d'immigrants japonais âgés de plus de 18 ans, dont des électeurs, commençaient à intéresser les politiciens. En 1946, Junji Kikawa a été libéré. La Shindo est entrée en politique par les urnes. Avec le déclin de la Shindo, les anciens Tokotai avaient un souci supplémentaire, supérieur à celui de répondre à la justice, d'échapper aux mains des Makegumi, prêts à faire eux-mêmes justice. Durant son existence, la Shindo Renmei a tué 23 personnes et blessé 147. La justice a enregistré l'accusation de 381 personnes. En 1946, le président Dutra a expulsé 80 immigrants qui ont fait recours. En 1956, le président Kubitschek a amnistié ceux qui étaient encore en prison. En octobre 2000, 3 Tokotai étaient encore vivants. Un propriétaire d'un magasin de vélos et 2 retraités. Un dernier Tokotai avait changé d'identité et vendait des équipements vidéo. Conclusion. La caractérisation d'un délire implique une pathologie et la supposition d'une vérité liée à une réalité. L'établissement de cette vérité dépend de 2 facteurs, l'imposition par la force et l'expérience. Le terrain nécessaire à la manifestation du délire dans la colonie nippo-brésilienne était le résultat de l'isolement des Japonais par rapport à leur culture d'origine et de leur isolement relatif au sein de la culture environnante. L'imperméabilité relative de la communauté japonaise qui redoutait l'assimilation était proportionnelle et réciproque à la discrimination exprimée par la culture brésilienne dominante. Cette tension chronique est devenue une crise aiguë avec le déclenchement de la guerre et le développement d'un antagonisme entre le Brésil et le Japon. Cet antagonisme a encore plus divisé la collectivité nippo-brésilienne qui se trouvait menacée de perdre l'habitus d'origine. Le renforcement de l'identité originelle était le signe même de l'agonie de cette même identité. Ce récit soulève des questions très actuelles. La polarisation d'une communauté, la revendication nationaliste, la production des théories du complot et la propagation des fake news en guise de propagande, et la violence en réponse à la violence. Je me permets de vous poser d'ores et déjà quelques questions pour lesquelles je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Quelles sont les conditions nécessaires pour définir un délire collectif?
et en conséquence l'établissement de la vérité. Quelle serait la différence entre action délirante collective et terrorisme? Comment expliquer que la colonie japonaise, après le traumatisme subi par la brutalité brésilienne, se soit retournée contre elle-même sans aucun moment commettre, presque aucun, acte terroriste anti-brésilien? Et finalement, comment pouvons-nous nous représenter les phénomènes d'émancipation et de libération? Est-ce uniquement l'apanage des dominants? Je vous remercie. Merci beaucoup, Renato, pour ce passage dans le temps et puis à divers niveaux. On va commencer par des échos questionnants de la part de 2-3 personnes, et puis après on ouvrira, je me balade avec ces deux choses, si vous avez besoin d'une de ces deux choses, vous me dites. Voilà. J'ai le matos. Merci. Voilà, merci beaucoup Renato. C'était vraiment passionnant. Et c'est vrai, quand on en a discuté, j'ai préparé une petite remarque, question. Et l'idée était de savoir, est-ce qu'il y a un diagnostic, enfin, est-ce qu'il y a des diagnostics à propos justement de ces délires collectifs qui existent? Est-ce qu'il y a des diagnostics psychiatriques actuels est-ce qu'il y a un usage, enfin une dénomination qui existe? Et puis, j'ai fait une petite recherche. Et puis je suis tombé donc sur différents articles et en tout cas dans les précédents manuels, pas dans les manuels actuels de diagnostic en psychiatrie, donc le DSM, dans les DSM et SIM, donc dans la SIM-10 et dans le DSM-4, ils parlent justement, la SIM parle d'un trouble délirant induit, le DSM parle d'un trouble psychotique partagé, donc d'une folie à deux. Alors peut-être je lis juste la définition pour ensuite poser ma question. Donc dans le trouble délirant induit, dans la SIM-10, je cite, c'est un trouble délirant partagé par au moins 2 personnes. Donc ça peut être plusieurs, ça peut être une famille aussi. Donc ces personnes sont liées très étroitement entre elles sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est vraiment une définition qui date déjà, donc cette notion-là, elle date déjà du 19e, juste pour situer, avec Falleret notamment qui décrit ça, donc des personnes qui vivent en milieu plutôt clos, ça me fait penser à cette communauté japonaise. Je poursuis ma lecture de la définition. Un seul des partenaires présente un trouble psychotique authentique. Les idées délirantes sont induites chez l'autre ou les autres personnes, et disparaissent, et ces idées-là délirantes, ce délire disparaît habituellement en cas de séparation des partenaires. Donc c'est un peu l'idée, voilà, on a un couple, bien une famille, quelques personnes, il y a une sorte de délire primaire qui va contaminer les différentes personnes, et un des buts du traitement, ça sera de séparer les personnes, donc on les séparera dans différents services psychiatriques, etc. Donc c'est un peu la définition classique après. Donc voilà, c'est cette notion de folie à deux. Donc moi, ma question, c'était, qui est un peu impossible, hein, mais c'est l'occasion de débattre un petit peu, mais où serait le délire primaire? Qui est l'inducteur, quelque part, de tout cet enchaînement de délires qu'il y a? Et qui serait, dans ces différents protagonistes, enfin ces différentes populations, sous-populations, qui serait un peu le patient induit, enfin qui va être contaminé par ce délire. Voilà. Renato, tu veux répondre ou on continue? On continue, oui. On continue. On groupe un peu les choses. Alors on va donner un autre monsieur avec des lunettes. Merci. Un secte des porteurs de lunettes. Non, moi, en fait, en écoutant le récit que tu as fait, de manière provocatrice au départ, je me suis dit, en fait, effectivement, le Japon n'a pas perdu la guerre. C'est ça mon idée de départ. Pourquoi? Parce que le Japon n'a pas été envahi, avec en plus cette idée de terre sacrée, avec la personnalité de l'empereur.
m'a été confronté à un événement proprement sidérant, voire incompréhensible, en fait, qui est la bombe atomique, qui est encore quelque chose qu'aujourd'hui on ne peut pas en fait comprendre profondément, qui reste de l'ordre d'un traumatisme sidérant, quoi. Et donc on peut tout à fait comprendre, en fait, que cet événement soit simplement inassimilable, impossible, en fait. Et de là, je me suis dit, mais en fait, on a un autre exemple assez classique de déni collectif par rapport à une défaite. C'est l'Allemagne de 1918, où c'est attesté par plusieurs chercheurs, notamment chez Arendt, chez Klaus Steveleit, etc., qu'une partie de la population allemande n'a jamais pu admettre la défaite de l'Allemagne, qu'elle n'avait pas été vécue ou actée concrètement, le pays n'a pas été envahi, et donc il y avait des traîtres à l'interne. Ça, c'était en quand? plus, en 18. En plus, après, il y a eu la révolution, ce qu'on ignore souvent, cette fameuse révolution spartakiste écrasée dans le sang des corps francs, enfin par les corps francs. Et là aussi, il y a quelque chose qui est de l'ordre, il est impossible pour un État territorial avec une certaine idéologie d'admettre la défaite. Et que cette défaite, elle ne peut arriver que via quelque chose comme une construction délirante, si on veut bien, mais une construction tout à fait compréhensible, qui débouche ensuite, sur l'Allemagne de 18, ça débouche, j'ai envie de dire, sur 39, sans aller trop vite, c'est-à-dire quelque chose de revanchard, mais revanchard animé par une fake news, si on veut. C'est-à-dire que la défaite n'a pas eu lieu, en fait, profondément. Et de là, je me dis, mais même si on pense à la France de 1945, victorieuse, ah bon, on a envahi l'Allemagne, on était qui? On était tous les Français criaient vive Pétain, comme dit Renaud. Avec cette espèce de fiction, tout à coup, qui est, à mon avis, tout aussi délirante, si on veut. Ah, il y a eu De Gaulle qui nous a sauvés. Une espèce de construction imaginaire qui nous met dans la position de contrebalancer un traumatisme pour la France, un traumatisme profond, avec ensuite forcément la même chose, c'est-à-dire une lutte à l'interne, entre les bons résistants, les mauvais, évidemment, tout le monde était résistant, bien entendu. Et donc là aussi, une espèce de logique interne qui produit, et que à ce moment-là, pour un État, nécessairement un État moderne, parce qu'évidemment, il fallait repenser la guerre avant les États modernes, bon, un État territorial, avec une idéologie surplombante, une défaite comme une victoire est nécessairement délirante. C'est-à-dire qu'elle ne peut s'appuyer que sur une idéologie et des symboles qui ne permettent pas, en somme, un travail, une élaboration concrète, on va dire. Et il me semble que c'est lié à la nature de contrôle de population, sans faire du Foucault, puis là je m'arrête. Un État territorial doit contrôler une population sur un territoire. Et donc un État territorial moderne est forcément névrotique. C'est-à-dire doit forcément exercer un contrôle, braquer, si on peut tenter brièvement, mais on en causera ensuite, une transposition. Il y a une psyché de l'État moderne qui est nécessairement braquée, névrotique, et qui ne peut donc que déboucher sur des fictions, disons délirantes. Mais qui délire à ce moment-là? Évidemment, si je pense à l'attaque récente du Capitole, on y est, disons. Voilà. Merci Renato. Comme décalé, moi je mettrais l'accent sur la question du déni. Et au fond, j'aurais tendance à dire que tout groupe, tout collectif se construit dans des dénis. Comment? Que tout groupe, tout collectif se construit nécessairement dans des dénis qu'on n'a pas été ça, qu'on n'a pas fait ça. Alors typiquement, un des grands dénis récents de l'histoire suisse, c'est on a toujours été gentil avec les juifs, et là il a fallu, ce déni n'a été démonté que par l'attaque venue des États-Unis contre les fonds ce qu'on appelait la crise des fonds d'adhérence. La majorité des Suisses étaient convaincus qu'ils avaient des juifs, ils avaient des gentils, etc. Le rapport Bergier, moi je me souviens de la réception de ma mère, qui n'a jamais pu accepter le rapport Bergier, qui disait qu'il faisait donc le récit des juifs expulsés de Suisse, et que là il y a toute une partie de la population qui a toujours dénié que la Suisse n'ait jamais commis la moindre chose inadmissible, etc.
un autre déni aujourd'hui qui serait celui des États-Unis. Les États-Unis sont arrivés, enfin, le peuplement sur la terre des États-Unis s'est produit sur une terre vierge, n'est-ce pas? Il n'y avait personne. Donc ils se sont contentés d'occuper et de prendre ces terres. L'histoire sait très bien qu'il y a eu des centaines de milliers, sinon des millions d'Indiens qui ont été exterminés par les États-Unis. Et que ce n'est pas possible pour un États-Unien d'intégrer, enfin pour les États-Unis comme collectif, d'intégrer cette représentation qu'ils ont été, enfin, ils se sont construits sur ce génocide. Et que, voilà. Donc, et on pourrait généraliser. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, ce cas n'est pas si singulier que cela. Au fond, si on réfléchit bien, il n'est pas si singulier que ça, dans le sens où, au fond, effectivement, ce qui était en jeu pour les Kagushimi, bon, donc les non-défaitistes, les patriotes, c'est de demeurer japonais. Puis pour demeurer japonais, ils n'avaient pas le choix de ne pas s'accrocher à ce récit. C'était constitutif de leur identité. Abandonner ce récit, c'était abandonner leur identité. Exactement. Et s'abandonner comme japonais et se reconnaître au fond comme en transition vers une intégration dans la population brésilienne. Donc ici, il me semble qu'il y a quelque chose qui est effectivement très frappant parce que c'est une grosse minorité au sein d'une population encore plus grosse, donc ça nous paraît facilement délirant, mais je crois que le terme délire n'est pas bon. Je pense que le terme juste, c'est vraiment déni. Et ce déni, en tant qu'il est constitutif de l'identité collective. Voilà, je m'arrête là. Oui, en fait, ça prolonge un petit peu ce que je viens d'entendre comme question. C'est-à-dire que moi, la question que j'avais, c'est... alors, le récit est extraordinaire. On dirait une histoire, et c'est une histoire vraie. Et c'est dans ce sens-là que toutes les questions qu'on peut ouvrir en termes de généralisation, là, elles se concrétisent avec une documentation qui est extraordinaire, et puis en plus qui est datée, des personnages. Bon. Mais alors, moi, j'aurais deux axes de questions. C'est d'abord une question peut-être de la généalogie ou de l'archéologie du déni qui produit une identité ou une langue ou une fiction. Parce qu'il y a tous ces mots qui sont imaginaire, fiction, identité. Il y a d'abord une langue. Donc, c'est pas tout à fait la question du délire primaire, mais ça a réveillé ça. Donc, et là c'est l'historicité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs générations, il y a une langue qui est maintenue autour d'une école, d'une institution. Donc, ce serait, première interrogation, je t'en avais parlé juste il y a déjà 2 semaines, est-ce qu'il y a un délire mère qui serait transgénérationnel, donc une sorte de géogénéalogie? Il y a l'île, il y a le Japon, avec ses dimensions impériales et impérialistes, et puis cette petite communauté. Qu'est-ce qui se passe de délire en délire, ou d'identité ou de transmission ou transmission? Ça, c'est la première interrogation. Puis la deuxième qui est liée, c'est qu'on a affaire, dans ce cadre-là, à une migration, une colonie, ou une sorte de diaspora. Et là, alors là, c'est plutôt l'historien des religions qui pose la question. Hirohito, le culte de l'empereur, si l'empereur vit, le corps de l'empereur, c'est qu'on ne peut pas avoir un empereur vivant des faits. C'est contradictoire dans le théologico-politique japonais. Alors, justement, est-ce qu'il y a quelque chose dans le délire, et délire au sens neutre cette fois, au sens de l'identité collective, hein, la fiction collective, qui redouble la question de la vérité, qui est de plus en plus difficile. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le théologico-politique japonais qui, en plus, a été transmis, parce que là, j'ai aussi entendu dans le récit la prépondérance du corps militaire. Donc là, et dans le cadre du théologico-politique impérial japonais, justement, la hiérarchie céleste et l'armée, c'est pas rien. Et je pense aussi par exemple à Mishima, qui est un autre personnage qui lui aussi était traversé dans son corps par différents types de délires et différentes couches de ce théologico-politique japonais. Donc voilà, je pense que situer cette question du délire collectif et de la violence que ça produit dans le cadre peut-être d'une violence qui précède,
Puis il y a aussi, évidemment qu'on peut élargir la question, c'est-à-dire est-ce que toute identité, qui faisait allusion, toute identité collective ne repose pas dans le sang et dans le délire et dans le déni, et puis que là, c'est tellement violent, et puis en plus ça se replie comme sur une toute petite communauté qui se déchire elle-même, c'est spectaculaire. Mais au fond, peut-être c'est une contraction d'une violence transgénérationnelle, archéologique au sens d'héritage théologico-politique, qui sont tous délirants. En l'occurrence, là on a affaire au Japon, mais ils le sont tous. Voilà. Merci Thierry. Donc je reprécise quand même que ces questions ne sont pas que dirigées vers Renato, qui va certainement répondre à la plupart d'entre elles, mais si vous avez des hypothèses de réponse ou d'un coup, ah non, là, quand lui il a dit ça, moi je cherche un peu plus dans cette direction, vous me faites signe, puis je vous apporte le micro. Je te laisse prendre réponse en attendant que quelqu'un se manifeste. Je commencerai par la question du déni et de la construction du déni. Je pense que le déni, il est, dans ce cas, et peut-être dans d'autres cas, il est lié aussi à un changement de valeur. Lorsqu'il y a une valeur qui change. Là, dans le cas, le vainqueur ou celui qui perd, la défaite. Lorsqu'il y a une défaite, il y a un changement de valeur. Moi, je pense par exemple à un travail de sociologie d'un sociologue allemand qui a fait, dont le titre c'est « Grand-père n'est pas nazi ». Grand-père n'était pas nazi. C'est que ce sociologue il a interviewé une série de personnes, de familles, autour de leur grand-père, leurs grands-parents, et comment ça se passait dans la guerre, comment étaient-ils. Et la plupart essayaient d'expliquer que leur grand-père était quand même une exception dans le milieu général. Parce qu'on sait que, et ça, à niveau collectif, ça veut dire, dans toute une série de familles, presque tous se considéraient que le grand-père était une exception. Donc il y a une construction nouvelle, n'est-ce pas, à partir d'un changement de valeur. Ça veut dire, durant la guerre, la plupart de la valeur, c'était Hitler, n'est-ce pas? Après la guerre, c'est devenu une honte, et petit à petit, ils ont voulu changer on pourrait extrapoler à tellement de choses. Aujourd'hui, j'ai vu un livre de Gérard Pommier sur le jugement de Don Juan par MeToo. Il y avait une période, un moment avant MeToo et après MeToo, avec un changement de valeur. Avant MeToo, un homme il pouvait être presque fier de ses conquêtes comme un Don Juan. Après MeToo, il est devenu un prédateur sexuel. Ça veut dire qu'il y a ces changements de valeur et à partir du moment, il peut y avoir des dénis rétrospectifs. Ça, c'est une des pistes. Je ne sais pas s'il y a d'autres pistes. La question de la question théologique, il parle très peu dans le livre. Je me demande, peut-être Élisabeth, qui est une descendante de Makegumi, son papa, il a vécu un peu au Brésil à l'époque. Il a été chassé par les Brésiliens, il a subi la violence des Brésiliens et puis ensuite il a subi la violence des Japonais, des deux. Mais bon, vous connaissez bien la culture japonaise. Quelle est l'importance théologique? Parce que lui, il ne parle pas. Je me suis demandé si justement ce n'était pas si important que ça dans la culture japonaise et si la question des traditions, dont peut-être la militaire et celle de l'empereur serait plus importante, prendrait le dessus à certains moments. En l'occurrence, les questions c'est le théologico-politique japonais, c'est pour ça que je dis, c'est pas théologique. Hein.
Oui, oui. occidental. C'est vraiment justement qu'est-ce que c'est que l'empereur, qu'est-ce que c'est que la tradition, qu'est-ce que c'est que l'honneur, et comment ça se transmet ou pas. Je parle de ma famille. Mon père, en fait, ma grand-mère et mon grand-père, pour eux, l'empereur, c'est un dieu. Et par exemple, quand l'empereur allait passer, tout le monde se mettait par terre, avec la tête par terre, parce qu'on ne pouvait pas regarder le roi soleil, qui ça veut dire le roi empereur. Et ça, c'était quelque chose qui marquait un peu mon père à l'époque, quand il a eu conscience de ça. Mais dans ma famille, il y a eu toujours, dans la famille de ma grand-mère, la photo de l'empereur, comme vous avez ici les photos de chrétiens. De Jésus. Oui, la photo était vénérée vraiment comme Dieu, comme c'est Dieu. Ma famille, elle était shintoïste. Ben oui, c'est la même chose. Oui, ils étaient shintoïstes, alors ça veut dire que la religion, il n'y a pas trop joué là-dedans. Mais l'obéissance, c'est surtout ça. Ma mère était S'il vous plaît, plus fort. Mon père était japonais et il marié avec une fille des Allemands. Ah oui, descendants d'Allemands. Alors, mon père, il était déjà assez, je dirais, révolté avec tout qu'il avait fait. Il était japonais, il est migré au Brésil il y a 2 ans. Et il n'est jamais s'intéressé en japonaise. Je suis fils unique, exactement parce qu'il y avait 6, ma grand-mère, ils ont 6 enfants, 6 garçons. Et il disait toujours qu'il ne voulait pas avoir beaucoup d'enfants. Une autre chose qui, comme les Japonais au Brésil, ils sont réussis de cette façon, comme tous les immigrés qui immigrent avec la famille, ils sont réussis bien. La plupart des Japonais, ils ne sont pas milliardaires, mais ils sont des médecins, des ingénieurs, des mathématiciens. Ah, il y a beaucoup de milliardaires. Pas autant. Et bon, et mon père, alors, après tout ça qu'il a vécu, il est devenu très silencieux, il ne parlait pas du tout, presque, et c'était la honte, c'était comme le silence pour tout le monde. Personne n'osait parler de ça. Et si on demandait, ils disaient, mais ça s'est dépassé, on ne parle pas de ça. Mais mon père, comme j'étais fils unique, il avait bien réussi dans ses affaires. Il a dit, toi, tu ne vas pas apprendre le japonais, et tu vas apprendre le français. Et alors, il m'a mis dans une école française à 6 ans, parce que ma mère était morte quand je suis née. Et j'ai commencé à apprendre le français à 6 ans. Et à 7 ans, je chantais la Marseillaise. Ça fait contre des Parce que lui, identité. oui, lui, il ne voulait pas. Il y a 2 frères qui sont rentrés au Japon. Ils ont coupé complètement les contacts. Parce que mon père, il a dit, tu es né ici. Moi, je ne suis pas né ici. Mais le pays où je suis né m'a rien donné, au contraire. Alors c'est fini. Ici on ne parle plus japonais, c'est fini, on va parler français. Au fond, votre père était une grande exception dans le milieu Exactement, et ça continue. Et moi encore, double exception. Parce que je n'étais ni brésilien, ni allemande, ni japonaise. Et je pense que c'est pour ça que je suis finie en Suisse.
Oui, je pourrais reprendre un peu les deux autres questions dont je n'ai pas répondu. Celle de la bombe atomique comme inassimilable. Dans cette difficulté d'admettre la défaite, il me semble qu'il y avait plusieurs choses qui étaient inassimilables, mais je pense que ce qui était le plus inassimilable, c'était la situation qu'ils avaient au Brésil. Ça veut dire de doublement, triplement écrasé et à plusieurs reprises. Ça veut dire c'était traumatisme sur traumatisme. Il y a eu justement, je pense que c'était symbolisé par cette histoire du rêve brésilien qui s'effondre et qui ensuite devient un rêve japonais, et le traumatisme du changement violent de culture pour ensuite le traumatisme de devenir ennemi de la société environnante. Moi je vous rejoins, j'ai l'impression, vous entendant, ce qui me vient, c'est la recherche de sens, simplement. On sait que l'humain, voilà, il a des besoins primaires de nourriture, de sécurité, de sexualité, mais il a besoin de sens. Je pense que les gens qui sont partis entre 18 et 20, les conditions pour traverser un océan, c'est long, surtout les bateaux à l'époque, c'est périlleux, c'est pas forcément les plus riches, les plus fortunés, voire les plus intelligents, en tout cas ceux qui ont le plus de succès économique, qui fuient le pays, parce que ceux qui ont une bonne situation, ils y restent, donc c'est déjà un petit peu des losers. Ils arrivent dans une situation qui est un peu compliquée, où ils sont, alors certes entre eux, c'est sympathique, on parle la même langue, mais ils sont quand même marginalisés. Et je pense que c'est vivable tant qu'il y a un mythe qui s'accompagne et qu'on se dit, ben voilà, c'est mon rêve américain, c'est mon rêve brésilien, c'est mon rêve de faire fortune dans le nouveau monde. Et puis ça tient tant que c'est possible. Mais si déjà à l'intérieur on est ostracisé, ça va plus, qu'il y a des guerres intestines, qu'on ne peut plus parler notre langue, qu'on nous apprend que notre Dieu ne serait plus un Dieu, mais qui aurait été un humain qui était vaincu. Et là je rejoins ce qui a été dit, on l'a vu, j'avais assisté à une analyse du film Pacific Rim où il disait que simplement le corps japonais était représenté par ce robot, et la fascination des Japonais aussi pour la robotique, c'est ça, c'est le corps, l'intégration physique de l'empereur avec en fait l'empereur et l'humain, c'est un peu, on trouve des idées à la Thomas Hobbes, un peu là-dedans et c'est vrai que tout à coup un dieu qui est désincarné, c'est pas possible, c'est comme si on nous disait que Jésus était un SDF qui avait des idées loufoques, c'est pas possible quoi, c'était Dieu, si on y croit, on perd tout. Et j'ai juste l'impression que ces gens-là, ils avaient tellement à perdre en même temps que ça devenait plus acceptable, quoi. Et un petit peu, c'est le parallèle qu'on a, même les gens qui étaient dans les camps d'extermination nazis, qui ont continué à faire de la poésie pour certains, de la musique, parce que la réalité était tellement inacceptable et impensable qu'ils allaient tous y passer, qu'il fallait se mettre un fantasme. Le très beau film « La vie est belle », il est un peu caricaturé là-dedans, mais c'est vrai, il faut parfois se raconter une histoire. Et évidemment, je pense qu'il y avait des enjeux aussi politiques. Voilà, faut pas trop poétiser non plus. Je pense que les gens ont sciemment menti aux autres et se sont débarrassés des autres parce qu'en même temps, ça les arrangeait bien des pieds en même temps. Faut pas tout mettre sur le culturel. Mais je me demande si au milieu de ce délire, il n'y a pas le besoin de sens. Comme nous, on croit aujourd'hui que ce bout de papier vaut rien, puis celui qui a marqué 10 francs dessus, puis Confédération helvétique, je peux l'échanger contre une pizza, quoi. Mais on vit tous de sens construit. Finalement, la différence pour moi entre un délire et une réalité, c'est que le délire partagé par tout le monde, on le considère comme une réalité. Quand là, il est aussi minorisé, puis assez absurde, parce qu'on a eu accès, nous, aux photos, puis à la réalité des bombes atomiques, on se dit qu'ils avaient tort. Mais en tant que tel, si aujourd'hui ils avaient gagné et qu'ils avaient complètement nié l'existence, probablement qu'on vivrait dans l'autre sens, quoi. Et ça repose un peu la question, c'était un sujet qu'on avait discuté un petit peu l'autre jour, des fonctions du récit. En fait, quelles sont ces fonctions, si c'est des fonctions constituantes, continuantes, dans le sens de faire persévérer une entité dans le temps, ou est-ce que c'est la fonction qui est un peu sclérosante du récit, c'est-à-dire qui immobilise quelque chose dans l'identité et qui tend à pouvoir le faire casser, ou en tout cas à générer des fractures dans le cadre de la communauté japonaise au Brésil.
et de voir que c'est certainement diverses fonctions du récit qui sont mobilisées à différentes étapes, de manière contradictoire, qui peut, comment dire, pour ce qui pour nous fait histoire, parce qu'on parle dans ce que nous a raconté, nous on le voit comme de l'histoire, et puis il faut essayer de le voir comme du récit, c'est-à-dire quelque chose que je porte et que j'active. Pour rebondir un petit peu sur cette question de sens, qui est un terme très complexe à utiliser parce que le sens, c'est pas ce qu'on y met, c'est comment est-ce qu'on le porte. Et ça, c'est peut-être une distinction importante. Et je ne sais pas comment est-ce que toi, par rapport, par exemple, à cette idée de qu'est-ce que c'est qu'un récit, ou comment est-ce qu'on porte un récit, si en regardant, en faisant un retour sur ce que tu nous as présenté, si tu dirais plutôt déni ou plutôt délire. Tu vois, mais par rapport au fait que c'est un récit et la manière, puisque toi tu as eu accès en travaillant cette matière, la manière dont c'est formulé. Tu vois, la manière dont il le raconte, vraiment. Est-ce que tu partirais plutôt sur l'un ou sur l'autre? Oui, je pense que ce sont deux récits dans cette histoire. Ça veut dire le récit que la communauté essaye de se construire, ou les deux parties de la communauté essayent de se construire, et puis le récit de l'écrivain, donc notre récit aussi autour de toute cette histoire. C'est vrai que j'ai eu de la peine à considérer la question comme un délire, même si le mot délirant revient tout le temps dans le livre, puisque la police même disait tout le temps c'est fou délirant. Hein? Donc il y a un peu quelque chose de l'ordre du délire, de l'ordre d'une construction, d'une belle construction, toujours à partir d'éléments de la réalité, comme un délire, n'est-ce pas? Mais évidemment, la question du déni, elle est forte, mais je me demande aussi si c'est suffisant. On a l'impression que le déni, il donne un sens où il explique, on peut comprendre un peu par le déni, mais pas suffisamment, puisqu'il y a quelque chose qui est d'une puissance extrême. Oui. Voilà. Moi, je ne sais pas s'il faut opposer déjà déni et délire, parce que dans la construction d'un délire, il faut qu'il y ait un déni d'abord, enfin en tout cas dans une conception freudienne. Puis on dénie la réalité, puis on construit une nouvelle réalité qui nous arrange, enfin qui nous permet de passer quelque chose de traumatique. Enfin Moi, par rapport à ma question, en fait, en y réfléchissant, j'ai une petite réponse. Oui, mais je viendrai encore. Vous viendrez, mais je ne l'ai pas oublié. Non, parce que j'ai mis un peu bout à bout ce que vous avez dit en réfléchissant, donc j'ai repris, si vous voulez, il y a Lassègue et Falleret qui parlent du délire à deux en 1877, et puis pour eux, il y a trois conditions. Premièrement, il y a une sorte de loi de la différence intellectuelle et de caractère entre les deux individus, celui qui produit le délire et qui va contaminer l'autre personne. Alors je me disais que là, on pourrait très bien y voir cette espèce de rapport d'admiration, de soumission à l'empereur, à la suprématie japonaise. Donc il y a quand même ce rapport-là de domination, quelque part. Deuxièmement, d'après Falleret et Lassègue, il y a la loi du milieu clos, d'individus qui partagent absolument tout. C'est un petit peu le cas, je veux dire. Ils vivent isolés, cette communauté japonaise. La plupart ne parlent pas le portugais, le brésilien, et ils vivent vraiment entre eux. Et puis voilà, ils vivent un peu en dehors du monde ou de l'influence du monde extérieur. Donc ça, on le voit bien dans notre récit. Et troisièmement, il y a la loi de la vraisemblance, selon laquelle le délire doit être vraisemblable de manière à ce que la conviction délirante puisse être communiquée entre les différents individus. C'est assez vraisemblable, vu que l'empereur est immortel, qu'il descend des dieux, que le Japon n'a jamais perdu, c'est très vraisemblable. Donc ça se diffuse assez facilement. Enfin voilà. Oui, c'est d'une logique absolue. Oui. Père Moustache. Ce à quoi m'invite l'ensemble des réflexions qu'on a
qu'on déroule ensemble aujourd'hui, c'est de savoir si, d'un point de vue anthropologique, il ne convient pas d'assumer et de prendre pour hypothèse que ce qui est premier, et en un sens ça me semble évident, mais que ce qui est premier c'est toujours un peuple, jamais un individu. En d'autres termes, un individu n'existe qu'en tant qu'il est partie prenante d'un récit, qu'il reprend, qu'il reçoit, dont on le biberonne dès la naissance, et que progressivement il reprend et rejoue à sa manière, et qu'il n'a au fond, pour, je reprends le terme, donner sens à son existence, il n'a pas d'autre, au fond, clavier, registre, partition, que celle qu'il a reçue. Donc au fond, il faudrait vraiment aller jusqu'à l'hypothèse anthropologique que ce qui est une fiction, c'est l'individu. Ce qui est une fiction, c'est l'idée qu'il y ait des individus. Au fond, il n'y a pas d'individus. Il n'y a que des parties prenantes d'un tout, toujours déjà en cours, et dans lequel toujours déjà, je suis pris comme partie prenante et qui va jouer quelque part sa partition, plus ou moins bien, avec plus ou moins de succès, etc. etc. Donc l'individualisation, au fond, serait toujours seconde du récit. Et que, d'une certaine manière, ces Japonais sont pris dans une tension entre la pérennité de leur être japonais versus, chez certains, un certain devenir brésilien, parce que tout à coup, ils sont inscrits dans une totalité qu'ils perçoivent, une totalité pop qu'ils perçoivent comme étant distincte, et dont ils perçoivent peut-être qu'ils ne pourront plus véritablement s'échapper. Au fond, ils sont là pour rester, donc il faut bien qu'ils entrent dans ce récit brésilien, et où, effectivement, à la lumière de ce récit brésilien, le récit des identitaires devient délirant. Mais ce sur quoi je tiens, au fond, c'est que, au fond, qu'est-ce qu'on appelle un délire? Un délire, reprenons la formule, c'est l'histoire des vainqueurs, le délire, c'est le récit des perdants. C'est ça. C'est-à-dire, à fin dans les questions. Oui, ce qui est premier, c'est le peuple, et le peuple, il a aussi ce caractère coercitif, dans le sens que le délire, c'est ceux qui entrent en contradiction, ce discours qui n'est pas accepté, qui est rejeté par une position de pouvoir. Donc c'est pour ça que, en termes individuels, c'est beaucoup plus simple de le dire qu'en termes d'un groupe, même si la communauté japonaise au Brésil, elle était dans cette position de dominer. Moi, j'avais juste envie de revenir sur la question de la vérité, justement. Parce que, comme je disais, elle devient de plus en plus difficile. D'abord, parce que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais cette identité, elle est quand même divisée dans cette, entre guillemets, justement, communauté japonaise au Brésil, puisque dans la grande majorité, la violence qui s'exerce, elle est interne à ce sujet narratif ou d'identité. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'on peut dire, on a raison de dire, mais ce collectif, c'est pas seulement les vainqueurs et les vaincus au sens des alliés et puis de l'axe, mais les vaincus en déni, en l'occurrence ces Japonais brésiliens, c'est pas un seul sujet, donc il n'y a pas une espèce d'économie psychique sadique où ils ne sont pas en train de se suicider, ils s'agressent les uns les autres. Donc on a un sujet collectif qui réagit au sein de la même langue d'une façon différente. Pourquoi? C'est la première remarque. Puis sur la question de la vérité, si on veut échapper un peu à la discussion contemporaine fake news, justement, c'est-à-dire que, ben oui, on sait qu'il y a eu des bombes atomiques, donc on sait que la vérité, objectivement désormais, et puis très tôt, on pouvait dire que ceux parmi cette communauté qui prétendaient
que le Japon était victorieux se trompaient ou trompaient. Ils avaient tort, ils étaient dans l'erreur, il y a une vérité. Bon, c'est un peu court sur la question de la vérité, si justement on parle, que ce soit de la psychanalyse ou des réflexions philosophiques. Moi, à ce stade, ce qui me frappe, c'est, je dirais, mais pour provoquer aussi, l'épreuve de la vérité, c'est justement la violence, le sang ou la mort. C'est-à-dire, dans ces communautés-là, finalement, ou bien la douleur, l'hétéro, ou l'auto-agressivité, pour parler dans ces catégories, nous rapprocher de nous-mêmes. C'est-à-dire que finalement, quelqu'un qui est un peu rêveur, puis qui imagine, ou bien qui écrit un roman en imaginant que ceci ou cela, peu importe. Mais là où la vérité s'approche, s'il faut dire un mot de la question de la vérité dans ce contexte, on commence à sentir qu'il serait question de la vérité dans ces histoires individuelles et collectives, quand ça commence à souffrir, à saigner, à mourir, à s'entre-déchirer, à s'entre-tuer. Et là, il y a de la vérité. Oui. Et qu'au cœur de cette vérité, que ce soit cette guerre... Oui, la question de la vérité, elle est devenue dramatique au moment de la fin de la guerre. C'est là qu'il y a eu le sang. Le sang a commencé. Après la fin de la guerre, a commencé la guerre interne. Et ça, c'est passionnant. Parce que le sang a coulé, Dieu sait, pendant la guerre. Et c'est comme s'il continuait de se verser en dehors. Et c'est en ce sens-là que je disais transgénérationnel. C'est-à-dire que lui pense, de façon aussi provocante, que l'invention des camps de concentration et d'extermination en Europe, c'est quelque chose qui hante encore cette violence. Cette violence hante encore... D'ailleurs, on est obligé de se justifier en disant que ce n'étaient pas des camps de concentration, mais qu'ils ont été déplacés, ou bien qu'à Dorigny, tout près du lac ici, il y avait aussi des barbelés de gens déplacés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire quand on parle de la vérité, c'est pas seulement fake news, vrai-faux, mais c'est aussi cette histoire des corps et du sang qui se répètent, en fait. Et nous-mêmes, dans nos vies personnelles, on sait bien que l'imaginaire, le délire ou la réalité, ça fait partie de nos existences, mais que quand s'approche la mort d'un proche ou la violence ou la souffrance, la vérité change de nature. Donc moi je dirais, c'est parce qu'on n'en a pas encore parlé, je dirais s'il faut s'interroger sur la vérité, il faut au moins ces deux niveaux. C'est-à-dire un niveau, je dirais, un peu banal, qu'il ne faut pas lâcher, parce que les fake news, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Mais que ça ne résume pas la question de la vérité pour des sujets. Tu veux... Ouais. Moi, je me posais justement la question du rôle joué par la propagande, parce qu'on a entendu justement qu'il disait c'est de la propagande américaine. Alors, je ne suis pas historien, il me manque le recul, s'il y en a dans la salle qui peuvent dire, mais il me semble quand même que la Seconde Guerre mondiale a été, avec les moyens de communication qu'on avait moins à la Première Guerre mondiale, la propagande volontaire, vraiment dirigée. Alors, du récit sur l'existence, les rois de France en avaient, c'était les fils de Dieu. Mais c'est vrai que cet outil moderne de la propagande, je me demande si finalement, c'est pas le délire n'a pas été le fils naturel de la propagande. Quand pendant des années, on dit, voilà, achetez des coupons et vous allez tuer le sale jaune, et puis machin, en achetant du coca, vous sauvez la planète et le monde américain va dominer et tout le monde sera heureux. Si finalement, c'est pas simplement un retour de manivelle relativement bête et simple, quoi. Oui, ça rejoint, votre remarque rejoint un peu la question de Marc-Antoine sur l'inducteur du délire collectif. Je pense que la question de la propagande est liée pour quelque chose. Cette façon presque comme ça, naturelle, entre guillemets, de chaque fois dire il s'agit de la propagande américaine, il faut dire qu'ils ont été un peu victimes, si on peut dire comme ça, de propagande, déjà depuis le Japon, avec le rêve brésilien. Le Japon a fait une grande propagande, une grande pub de allez au Brésil, vous aurez ceci, vous aurez cela, etc. Et ils sont arrivés là-bas, et c'est tout autre chose qu'ils ont rencontré. Donc la propagande, ils en ont connu. Et à partir de là, le problème, c'était
et comment ils ont décidé de faire la contre-propagande. C'est là que ça devient tout à fait étonnant. Je voudrais peut-être faire une remarque concernant l'émigration des Japonais. Je pense que, à ma connaissance, c'est le seul groupe qui a émigré avec l'intention de rentrer au pays. Si vous regardez les autres émigrations d'Europe vers les États-Unis, vers l'Amérique du Sud, l'Australie, en fait, ils ne sont jamais partis avec l'intention assez, disons, exprimée de rentrer au pays. Alors qu'il semble que dans cette colonie japonaise, et on l'a vu avec des cas individuels que l'on connaît, ils espéraient toujours rentrer au pays. Et avec le deuxième aspect, c'est que culturellement, il y avait une grande différence entre la culture japonaise et la culture, je dirais, latine, européenne, latine, judéo-chrétienne, si on veut bien, qui a contribué à faire une communauté extrêmement fermée. Quand les événements se sont produits, le début de la guerre, et que cette communauté a été ostracisée, il a fallu qu'ils aient un moyen de faire face à la réalité. Ils devaient faire face à la réalité, et la réalité, elle était insoutenable pour eux. Et donc, la diffusion de la propagande, enfin, l'embellissement du Japon, la personnalité de l'empereur, a fait que pour un certain nombre de Japonais qui se sentaient un peu pris au piège, là, c'était un moyen d'échapper à leurs conditions réelles. Et ça a favorisé aussi le fait que la presse était contrôlée, tant du côté brésilien que du côté japonais, parce que là, on ne pouvait plus s'exprimer. Donc ça a aussi favorisé la diffusion de la propagande souterraine, qui était en fait, pour eux, un moyen de s'identifier, de se retrouver entre eux. Oui, je pense que cette question du retour au Japon, c'est vraiment un moment clé, puisque l'apogée, justement, c'est ce moment où le Japon devient non seulement le vainqueur, mais il a envahi le monde entier, c'est le maître du monde. Ça veut dire c'est ce moment de mégalomanie la plus grande, c'est le moment aussi de la défaite dans la réalité. C'est le moment où ils sentaient que le rêve de retour au Japon s'écroulait, s'effondrait, et ils essayaient justement de résister à ce rêve, parce que finalement, l'effondrement de ce rêve, c'est aussi l'effondrement de l'identité. C'est-à-dire, à partir de ce moment, ils ne peuvent plus rentrer au Japon. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que c'est de épouser une Allemande et puis ensuite faire des enfants qui vont en Suisse, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Ça veut dire, on n'est plus tellement japonais, on est un citoyen. Alors, je ne sais pas, j'ai essayé de faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux délires collectifs. Moi, dans mon entourage, il y a plusieurs personnes qui ont dérivé dans un complotisme en partie très sectaire. Et j'ai constaté que ça n'a rien à voir avec leur éducation, avec leur niveau de scolarité, mais que c'était au profond, il y avait un problème d'identité. Parce qu'il y avait des phrases qui revenaient du genre « moi on ne me la fait pas »,« moi j'y crois pas »,« moi on veut nous faire croire », etc. Et vous avez parlé d'un espace clos, et même aujourd'hui, on a Internet, on a tout ça, mais ces gens-là vivent dans un espace clos là-dedans. Ils tournent en rond,
dans une logique qui n'est pas mise en cause et donc qui reste, tout ce qu'il raconte reste logique à l'intérieur d'un système. Et en ce sens, je trouve effectivement des parallèles avec le cas que vous avez cité. Oui, j'ai une question en fait sur qu'est-ce que sont devenues ces communautés japonaises au Brésil? Comment ils ont réagi après ce finalement désastre communautaire où sont baignés finalement les différents dans le sang en partie, mais après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et c'est aussi un parallèle, parce que je me pose la question aujourd'hui, effectivement, avec les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, avec des systèmes, avec le complotisme, comment on s'en sort après une histoire comme ça? Est-ce qu'il y a un déni qui continue? Est-ce qu'il y a on renie la culture japonaise, comme le cas de madame, son père finalement veut même plus qu'on parle japonais à la maison? Alors, une première chose, c'est j'étais étonné en lisant ce livre de comment cette histoire elle est tombée dans l'oubli. Pourquoi les Brésiliens ne parlent pas de cette histoire, ne se rappellent pas de cette histoire, qui était une histoire qu'en 1946, les journaux parlaient, l'Assemblée, la politique, tout le monde parlait, donc ça se savait. Pourquoi, plus de 50 ans plus tard, on a complètement oublié, on n'apprend pas ça à l'école. Alors, ma première question que j'ai posée à Elisabeth, c'est est-ce que dans la communauté japonaise, on savait ça? Parce que j'ai eu aussi des Nisei, ça veut dire les descendants de Japonais en analyse ici, qui ne m'avaient jamais parlé de ça. Et là, j'ai demandé, est-ce qu'ils savaient? Et puis, Elisabeth a dit, c'était très connu, tous le savaient, mais ça reste discret. Donc la communauté japonaise, ensuite, elle commence à s'intégrer chaque fois plus, à faire des mariages mixtes. Aujourd'hui, les descendants de Japonais sont presque 2 millions dans le pays. Mais peut-être Elisabeth peut parler un peu plus de comment cette... Des choses comme ça, à peu près vers et demi, on fait la... Dans mon cas particulier, par exemple, j'habitais dans une ville qui avait beaucoup de descendants japonais mariés à des Brésiliens. Et tout d'abord, mon père, c'était un des premiers, il était expulsé de la famille, parce que les Japonais ne voulaient pas qu'on mélange, parce que le rêve, c'est de rentrer au Brésil. À une époque, les journaux brésiliens parlaient pourquoi on doit accepter que 30 000 fiancées japonaises viennent au Brésil pour se marier avec les Japonais qui sont ici. Parce qu'ils ne voulaient pas rester. Pour eux, ils sont là pour gagner de la vie, gagner de l'argent. C'est ça qui s'était vendu pour la propagande japonaise. Et là, ils avaient des tracteurs, des choses à travailler. Ils gagnaient beaucoup d'argent et rentraient au pays. Mais le pays était sous-peuplé. Et mon père, il était un tout petit peu différent. D'abord, il parlait souvent à moi, il est japonais, bon, il était marié à une Allemande alors. Il disait que les Japonais ne pouvaient jamais oublier qu'on avait envahi la Corée, qu'on avait tué beaucoup de monde, et surtout la Chine pour les territoires. Alors, dans la colonie, c'était quelque chose, celui comme mon père qui croyait que les Japonais avaient perdu la guerre, c'était quelque chose du bon. C'est comme ça. On gagne, on perd. C'est tout. Et ils sont bien intégrés. Ils ne sont pas très bien intégrés. Ils ont les endroits où ils se réunissent. Il y a encore ceux qui se marient entre eux qui parlent uniquement japonais? Pas du tout. Non. À cause de ça, parce que les écoles étaient brûlées, finies les écoles. Ouais. Et mon père... Il n'y a plus d'écoles japonaises. Que des écoles japonaises. Mon père, jusqu'à 20 ans, il n'a pas parlé portugais. Ouais. Parce que pour lui, il rentrerait au Japon. Ça, et comme il a eu connaissance vite, peut-être il était plus intelligent,
en japonais, d'ailleurs, toutes les terres qu'ils avaient reçues, parce que le gouvernement les donnait les terres. Après quelques temps en travaillant dans des coopératives, il a vendu à prix de rien du tout, pour partir avec la famille, pour vivre presque de rien. Parce qu'il ne voulait pas se mêler dans cette guerre, dans toutes ces choses. Et je pense, à mon avis, il y avait des nouvelles qu'il y avait un bateau japonais qui était au port de Santos qui allait amener les Japonais en retour au Japon. Bon, c'était pas vrai, ils ont se débrouillés, ils sont devenus urbains. Mon père était commerçant après, des petits commerces, après des grands commerces. Et comme ça, les Japonais, c'est surtout, tu parles en japonais, c'est surtout l'école. L'école. Quand tu n'es pas à l'école, tu étudies à la maison. Oui. Étudier à la maison, étudier à l'école. Ce qui a créé de grandes rivalités avec les Brésiliens. En tout cas, je remercie beaucoup cette intervention qui a été précieuse. Alors on laissera Michel donner la clore. Je ne sais pas si c'est une conclusion, mais on ne peut pas s'empêcher, je n'ai pas pu m'empêcher, je l'ai lu avec profit, parce que je ne l'avais jamais lu, de faire cette référence au roman de Philippe Cadic, qui s'appelle Le Maître du Haut Château, écrit en 62, où il imagine un monde où en fait le Japon et l'Allemagne et l'Italie ont gagné la guerre. Et c'est assez intéressant parce que ça pose la question de la vérité justement dans un monde, parce que dans ce monde où le Japon a gagné la guerre, ils ont envahi la moitié des États-Unis, etc. Il y a un récit qui circule de science-fiction qui dit que peut-être c'est les Alliés. Qu'est-ce qui se serait passé si c'était les Alliés qui avaient gagné la guerre? Et cette réalité alternative finit par contaminer, pour ainsi dire, l'autre réalité avec une espèce de doute, qui est un doute en fait général sur la cohérence même d'un monde. C'est très beau, je vous conseille cette lecture. Merci Renato. Merci à toi.